Loi 4. Dites-en toujours moins que nécessaire. Principe. Plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal et peu maître de vous-même. Même anodines, vos paroles sembleront originales si elles restent vagues et énigmatiques. Les personnages puissants impressionnent et intimident parce qu'ils sont peu loquaces. Plus vous en dites, et plus vous risquez de dire des bêtises. Violation de la loi. Gnaeus Marcius Coriolanus, en français Coriolan, était un héros de la Rome antique. Durant la première moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ, il remporta de nombreuses batailles importantes, sauvant la cité à maintes reprises. Les Romains qui le connaissaient personnellement étaient peu nombreux parce qu'il passait son temps à la guerre. C'était un général de légende. En 454 avant Jésus-Christ, Coriolan décida qu'il était temps d'exploiter sa réputation et d'entrer en politique. Il se présenta aux élections pour la haute fonction de consul. Les candidats à ce poste faisaient traditionnellement un discours en public en début de période électorale. Lorsque Coriolan se présenta à la tribune, il commença par exhiber les cicatrices accumulées en ses 17 ans de combat pour la patrie. Peu de gens prêtèrent attention au long discours qui suivit. Les traces de ses blessures, preuve de sa valeur et de son patriotisme, avaient ému le peuple aux larmes. Coriolan était quasiment certain de remporter la victoire. Arriva le jour des élections. Coriolan fit son entrée dans le forum, escorté par le Sénat tout entier et par les patriciens de la cité, l'aristocratie. Les gens du peuple étaient troublés par une telle ostentation. Puis Coriolan parla de nouveau. Se tournant vers les citoyens fortunés qui l'avaient accompagné, il s'afficha certain de sa victoire électorale et se vanta avec arrogance de ses exploits sur le champ de bataille. Avec des plaisanteries acerbes que seuls les patriciens goûtaient, il vociféra des accusations haineuses contre ses rivaux et spécula sur les riches butins qu'il ramènerait à Rome. Cette fois, le peuple écouta. Auparavant, personne n'avait réalisé que ce grand soldat était aussi un fanfaron. La nouvelle du second discours de Coriolan se répandit rapidement à Rome, et la population se mobilisa en grand nombre pour voter contre lui. Coriolan, battu, retourna sur le champ de bataille, amer, et jurant de se venger du petit peuple qui avait voté contre lui. Quelques semaines plus tard, une importante cargaison de céréales arriva à Rome. Le Sénat était prêt à distribuer cette nourriture gratuitement à la plèbe, mais au moment où les sénateurs se préparaient à voter la motion, Coriolan prit la parole. La distribution, plaida-t-il, aurait un effet désastreux sur la cité tout entière. Plusieurs sénateurs semblèrent ébranlés et le vote en faveur de la distribution ne fut pas concluant. Coriolan ne s'arrêta pas là. Il alla jusqu'à condamner le principe même de démocratie. Il demanda que l'on se débarrasse des tribuns de la plèbe, représentants du peuple, et que l'on confie le gouvernement de la cité aux patriciens. Quand la population eut connaissance du dernier discours de Coriolan, sa colère ne connut plus de bornes. Les tribuns vinrent au Sénat exiger que Coriolan comparaisse devant eux. Celui-ci refusa. Des émeutes éclatèrent en ville. Le Sénat, craignant la colère du peuple, vota finalement la distribution des céréales. Les tribuns s'apaisèrent, mais le peuple exigea que Coriolan leur présente ses excuses. S'il se repentait, s'il acceptait de garder ses opinions pour lui, il serait autorisé à retourner guerroyer. Coriolan apparut donc une dernière fois devant le peuple qui l'écouta attentivement. Le soldat commença son discours avec calme, lentement, mais au fur et à mesure qu'il s'échauffait, le ton montait. Et le voilà qui de nouveau vomissait des insultes, le ton arrogant, la mine méprisante. Plus il parlait, plus le peuple enrageait. Finalement, ils se mirent tous à hurler pour le faire taire. Les tribuns tinrent conseil et condamnèrent Coriolan à la peine capitale. Ils ordonnèrent aux magistrats de le précipiter incontinent du haut de la roche tarpéienne. La foule ravie approuva cette décision. Les patriciens intervinrent cependant et la sentence fut commuée en bannissement à vie.
Quand le peuple comprit que ce grand héros militaire de Rome ne reverrait jamais la cité, ils firent la fête dans les rues, à tel point que nul n'avait jamais vu un tel délire, même après la défaite d'un ennemi étranger. Interprétation. Avant son entrée en politique, le nom de Coriolan inspirait une admiration mêlée de crainte. Ses prouesses sur le champ de bataille attestaient sa bravoure. Comme on savait peu de choses de lui, toutes sortes de légendes s'étaient attachées à son nom. À partir du moment où il se présenta au grand jour devant les citoyens romains, toute cette grandeur et ces mystères s'évanouirent. Coriolan se vantait et fanfaronnait comme n'importe quel soldat. Il insultait et calomniait le peuple comme s'il s'était senti menacé et peu sûr de lui. Soudain, il n'était plus rien de ce que le peuple avait imaginé. Le contraste entre mythe et réalité provoqua une immense déception chez ceux qui voulaient croire en leur héros. Plus Coriolan parlait, plus diminuait son pouvoir. Un homme qui ne contrôle pas ses paroles se montre peu maître de lui, et par conséquent, indigne de respect. Si Coriolan avait été moins loquace, la plèbe n'aurait pas eu de raison de se sentir offensée, et personne n'aurait percé ses véritables sentiments. Il aurait pu profiter de son aura pour se faire élire consul. Il aurait ainsi pu supprimer impunément la démocratie. Mais la langue humaine est une bête que peu savent maîtriser. Elle cherche toujours à briser sa cage, et faute d'être apprivoisée, elle peut se déchaîner et faire des ravages. Le pouvoir ne revient pas à ceux qui gaspillent le trésor de leurs mots. Les huîtres bêent quand la lune est pleine, et quand le crabe en aperçoit une, il y projette un caillou ou une algue en sorte que l'huître ne puisse plus se refermer. Son repas est servi. Tel est le sort de celui qui ouvre trop grand sa bouche et se met ainsi à la merci de son auditeur. Léonard de Vinci, 1452-1519. Respect de la loi. À la cour de Louis XIV, nobles et ministres passaient leurs jours et leurs nuits à débattre des problèmes de l'État. Ils tenaient conseil, argumentaient, faisaient et défaisaient les alliances, argumentaient de nouveau, jusqu'au moment critique où deux d'entre eux étaient désignés pour exposer les différents points de vue au roi qui devait trancher. Une fois ces représentants choisis, les discussions reprenaient de plus belle. Comment allait-on formuler le problème? Qu'est-ce qui plairait au roi? Qu'est-ce qui l'ennuierait? Quelle était la meilleure heure du jour pour l'approcher? Et dans quelle partie du palais de Versailles? Quelle mine devait-on faire? Finalement, quand tout cela était fixé, le moment fatidique arrivait. Les deux hommes abordaient le roi, une démarche toujours délicate, et quand enfin ils avaient son attention, ils lui faisaient part du problème en cours, décrivant toutes les options en détail. Louis XIV écoutait en silence, impassible. À la fin, quand tous deux avaient fini de présenter leur point de vue et demandé au roi son opinion, il les regardait l'un et l'autre et laissait tomber « Je verrai ». Puis il tournait les talons. Les ministres et courtisans n'entendaient plus un seul mot du roi là-dessus. Ils constataient simplement les résultats quelques semaines plus tard, quand le souverain prenait une décision et agissait. Il ne se souciait jamais de les consulter deux fois sur le même sujet. Interprétation. Louis XIV était peu loquace. Sa plus célèbre phrase est la suivante: « L'État, c'est moi ». On ne saurait être plus concis, ni plus éloquent. Son fameux « je verrai » était l'une de ses réponses lapidaires à toutes sortes de requêtes. Mais Louis XIV n'avait pas toujours été ainsi. Dans sa jeunesse, il était connu pour discourir interminablement, charmé par sa propre éloquence. C'est seulement plus tard qu'il revêtit ce masque taciturne qui lui servait à déstabiliser ses subordonnés. Personne ne savait exactement ce qu'il pensait, ni ne pouvait prévoir ses réactions. Nul ne pouvait le duper en prononçant les paroles qu'il pensait que le roi attendait, parce que nul n'avait la moindre idée de ce qu'il voulait entendre. Face à ce souverain silencieux, ses interlocuteurs en disaient beaucoup sur eux-mêmes, et plus tard, ces informations étaient utilisées avec beaucoup d'efficacité par le roi à leurs dépens.
Ce royal silence le fit craindre et obéir. C'était l'un des piliers de son pouvoir. Comme l'écrit Saint-Simon dans ses mémoires, « Jamais personne ne vendit mieux ses paroles, son souris même, jusqu'à ses regards. Il rendit tout précieux par le choix et la majesté, à qui la rareté et la breveté de ses paroles ajoutaient beaucoup. Il sied plus à un ministre de dire des sottises que d'en faire. » Cardinal de Retz, 1613-1679, Maximes et réflexions. Les clés du pouvoir. Le pouvoir est en bien des manières un jeu d'apparence, et moins vous en dites, plus vous paraissez puissant. Votre silence met votre entourage mal à l'aise. Les êtres humains sont des machines à interpréter et à expliquer. Ils ont besoin de connaître vos pensées. Si vous révélez celles-ci au compte-gouttes, ils ne pourront pas percer à jour vos intentions. Vos réponses laconiques ou inexistantes les troubleront. Ils se hâteront alors de combler ce silence en bavardant à tort et à travers, trahissant ainsi toutes sortes d'informations précieuses sur eux-mêmes et leurs faiblesses. Leur rencontre avec vous leur laissera le sentiment d'avoir été dépouillés et ils rentreront chez eux méditer chacun de vos brefs commentaires, ce qui ne fera qu'augmenter leur portée. Cette stratégie n'est pas réservée aux rois et aux hommes d'État. Dans la plupart des circonstances de la vie quotidienne, moins vous en dites, plus vous paraissez profond et énigmatique. L'artiste Andy Warhol avait appris dès sa jeunesse qu'on peut rarement obtenir ce que l'on veut des gens simplement en le leur demandant. Ils se retournent contre vous, prennent vos paroles à contresens, n'en font qu'à leur tête avec une véritable perversité. « J'ai appris qu'on a plus de pouvoir quand on se tait », confia-t-il un jour à un ami. Warhol employa ultérieurement ce procédé avec beaucoup de succès. Ces interviews étaient de véritables exercices d'interprétation d'oracle. Il prononçait quelques vagues propos fumeux, et le journaliste se creusait la tête pour essayer de comprendre ce que cela voulait dire, imaginant une profondeur derrière des phrases souvent dénuées de sens. Warhol parlait rarement de son travail. Il laissait aux autres le soin de le faire. Il avait appris cette technique d'un autre maître de l'énigme, Marcel Duchamp, qui lui aussi avait compris très tôt que moins il en disait sur son travail d'artiste, plus les gens en parlaient. Et plus ils en parlaient, plus ses œuvres prenaient de la valeur. En appliquant cette tactique, vous chargerez vos rares paroles de sens et de pouvoir. En outre, moins vous en direz, moins vous courrez le risque de laisser échapper des propos stupides, voire dangereux. En 1825, lorsque Nicolas Ier monta sur le trône de Russie, une rébellion éclata immédiatement, menée par des libéraux qui exigeaient la modernisation du pays. Ils voulaient que les industries et les infrastructures comblent leur retard par rapport au reste de l'Europe. Nicolas Ier réprima brutalement cette révolte, l'insurrection décembriste, et condamna à la peine capitale un de ses leaders, Kondraty Ryleïev. Le jour de l'exécution, alors que le condamné se tenait sous la potence, la corde autour du cou, la trappe s'ouvrit. Ryleïev bascula, mais la corde cassa. À cette époque, de tels événements étaient vus comme des signes de la providence ou de la volonté divine, et un condamné qui échappait ainsi à sa peine était habituellement gracié. Ryleïev se releva, contusionné et sale, mais sûr qu'il aurait la vie sauve, et s'adressant à la foule, « Vous voyez, s'écria-t-il, en Russie, on ne sait vraiment rien faire de propre, pas même une corde. » Un messager partit immédiatement au palais d'hiver avec la nouvelle de la pendaison manquée. Nicolas Ier, contrarié, accepta néanmoins d'accorder la grâce. « Ryleïev a-t-il dit quelque chose après ce miracle ?» demanda-t-il au messager. « Sire, il a dit qu'en Russie, on ne sait même pas fabriquer une corde. »« Dans ce cas, répliqua le tsar, prouvons-lui le contraire. » Et il déchira l'acte de grâce. Le lendemain, Ryleïev fut de nouveau pendu, et cette fois la corde tint bon. Retenez la leçon. Une fois les mots sortis de votre bouche, il est trop tard. Maîtrisez-les à temps, surtout les sarcasmes. La satisfaction momentanée que vous en tirez peut vous coûter cher plus tard.
Image, l'oracle de Delphes. Quand les visiteurs consultaient l'oracle, la Pythie marmonnait quelques mots sibyllins qui semblaient importants et pleins de sens. Personne ne désobéissait aux paroles de l'oracle. Ils avaient pouvoir de vie et de mort. Autorité, ne commencez jamais à agiter vos lèvres et vos dents avant vos subordonnés. Plus longtemps je reste muet, plus vite les autres agitent leurs lèvres et leurs dents. Et tandis qu'ils le font, je peux deviner leurs intentions réelles. Si le souverain n'est pas mystérieux, ses ministres saisiront l'occasion de prendre et de prendre encore. Han Feizi, philosophe chinois, 3e siècle avant Jésus-Christ. A contrario, il est des situations où il est peu avisé de garder le silence. Celui-ci peut susciter soupçons et même inquiétude, particulièrement chez les supérieurs. Un commentaire vague ou ambigu risque de conduire à des interprétations imprévisibles. Le silence et la réserve doivent être pratiqués avec précaution et seulement à bon escient. Il est parfois plus sage d'imiter le bouffon qui joue l'imbécile, mais qui se sait plus intelligent que le roi. Il parle et divertit, et personne ne voit en lui plus qu'un simple fou. En outre, les mots peuvent servir de diversion utile à certaines supercheries. En noyant l'interlocuteur sous un déluge de paroles, on parvient à le distraire, à lui donner le tournis. Plus on parle, moins on est soupçonné. Le verbiage n'est pas perçu comme une ruse ou une manipulation, mais comme un babil inoffensif et dénué d'intérêt. C'est le contraire du silence des puissants. En parlant plus, et en se faisant passer pour plus faible et moins intelligent que sa cible, on arrive à rouler le gogo avec une plus grande facilité.